Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat Euronews organisé dans le cadre de la Semaine européenne des régions. La santé de demain et si on sortait de l'hôpital, innovation et opportunités. La crise du Covid est un révélateur, c'est indéniable. Cela dit, des réflexions étaient déjà très engagées avant la pandémie. Il y avait clairement une tendance, un travail, des technologies, des innovations qui permettent de repenser très sérieusement nos systèmes de santé, les rendre plus résilients et encore plus centrés sur le patient. La grande question, c'est comment rapprocher les soins des patients, faire venir l'hôpital jusqu'au patient. À quoi ressemble l'hôpital du futur? Quelle technologie? Comment tout cela peut-il remédier à l'inégalité de l'offre? Comment co-créer avec les différentes parties prenantes en toute confiance, en toute transparence? Quels coûts et quelles opportunités économiques également pour les entreprises de pointe européennes? Un sujet passionnant, beaucoup de questions et 4 invités qui étaient avec nous pour répondre à ces questions. Je vous propose de découvrir tout de suite les meilleurs moments de ce débat. Avec nous, Giovanni Nisato, d'abord administrateur FH Europe, membre du Forum européen des patients. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes représentant des patients, des 447 millions d'Européens qui sont 447 millions de patients potentiels. Vous êtes la voix de ces patients parce que vous représentez plusieurs dizaines d'associations de patients en Europe, 19 pays européens. C'est évidemment important de mettre ce sujet-là aujourd'hui sur la table. Tout à fait, c'est un grand honneur d'être ici, c'est une responsabilité assez importante. David Corcos, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue, président de Philips France, partenaire de cet événement. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir été également avec Euronews à l'initiative de cet événement. Vous êtes très présent dans le milieu hospitalier. Alors, je parle de Philips, évidemment, on le sait moins, mais Philips est extrêmement présent dans le milieu hospitalier, avec par exemple toutes les grosses machines d'imagerie qu'on retrouve à l'hôpital qui souvent portent la marque Philips et sont développées par vos équipes. J'ai lu que vous investissiez jusqu'à 10% de votre chiffre d'affaires annuel aujourd'hui pour des innovations en matière de santé. C'est exact ? Absolument. Donc Philips, une entreprise européenne, 80 000 personnes, 100% santé, vraiment complètement focalisé sur la santé, présent en imagerie, présent en réanimation, beaucoup, en ville aussi. Et oui, effectivement, 10% du chiffre d'affaires, c'est 1,8 milliard d'euros. Tout cela avec des partenariats que vous mettez en place, notamment avec le CHU de Rennes. Et Frédéric Rimattei est avec nous, directeur général adjoint du CHU de Rennes. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci également à vous de nous rejoindre, d'être avec nous dans ce live de cette Euronews Debates live cet après-midi. Directeur général adjoint donc de ce CHU qui fait partie du top 10 des CHU, des centres hospitaliers universitaires de France. Partenariat que vous avez mis en place, puisqu'on en parlait à l'instant, avec Philips. Mais bon, il se trouve que c'est avec Philips. Mais l'objectif, c'est de développer des technologies pour améliorer évidemment les soins à l'hôpital, mais aussi pour permettre à l'hôpital d'aller chez les patients et de permettre aux patients de ne pas forcément avoir à venir à l'hôpital. C'est ça l'objectif. Un des enjeux majeurs pour nous, c'est de pouvoir se doter d'outils, de technologies, mais aussi d'organisations adaptées à sortir de nos murs pour aller plus proche des patients et éviter justement, quand c'est nécessaire, les hospitalisations, bien entendu. Voilà, et permettre là aussi d'améliorer la qualité et le suivi des soins. On y reviendra avec vous un peu plus tard. Et puis Sandra Gallina, bonjour madame. Bonjour, bonjour à tous. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de la santé et de la sécurité alimentaire à la Commission européenne. Le grand public n'est pas forcément au courant, mais c'est vous qui avez œuvré. Vous étiez la négociatrice en chef pour tout ce qui a été de stratégie de mise en place des vaccins à travers l'Europe dans la crise du Covid. Et je dois dire que de voir les mêmes vaccins dans toute l'Europe, c'est vraiment un rêve. J'espère que ça sera le futur aussi pour tout le type de médicaments, pas seulement les vaccins. Je pense que la France est un bel exemple aussi d'un pays où il y a des différences assez marquées entre de grands centres urbains et aussi hospitaliers et aussi une population qui n'a pas accès immédiat d'un point de vue géographique. Une des choses que nous avons vues aussi, peut-être grâce au Covid, c'est que une partie de la population a dû s'adapter au fait qu'il y a des opportunités par des voies télématiques, comme aujourd'hui,
Ça, c'est une très grande opportunité, mais cela ne suffit pas. C'est très important de prendre en compte les voix des gens qui ne sont pas représentés et pris en compte dans ce genre de discussion, et de co-créer autant que possible avec des patients, des citoyens, des solutions pour cela. Avec le Covid, on a eu une demande de soins qui a explosé et une offre de soins qui se raréfie en fait, qui devient une rareté de la ressource médicale des médecins, des infirmières, des manipulateurs radio, etc. Donc, plus ça va, plus on a besoin de soins partout en Europe, en France, c'est certainement le cas, et plus la ressource médicale, les médecins, l'offre, n'est plus forcément directement tout de suite à côté du patient. J'ajouterais aussi au propos qui vient juste d'être tenu sur le diagnostic, puisqu'on commence par élaborer d'abord le diagnostic tous ensemble, c'est qu'il y a quand même un facteur structurel qui est le vieillissement de la population. Les maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires et le cancer, qui se développent de façon très conséquente et qui obligent en fait les hôpitaux et l'ensemble du système de soins à s'y adapter. Sandra Gallina, vieillissement de la population, augmentation du nombre des maladies chroniques dont parlait Frédéric Rimattei et des airs médicaux, tout ça, c'est pas un problème franco-français. Non, donc la perspective, je dirais, depuis Bruxelles, depuis l'Europe, est un peu plus intéressante parce que nous avons un mélange. 27 États membres, ils ont chacun des systèmes très différents. Je rejoins les propos de Giovanni. C'est très difficile d'avoir des patients qui sont traités de la même façon dans toute l'Europe. Et pour nous, ici, c'est fondamental. L'égalité, l'équité, pouvoir avoir accès aux soins partout où on est. Vous, en France, vous dites que vous êtes un macrocosme, mais les différences sont beaucoup plus marquées dans l'Europe. En Europe, entre le pays où il y a le médicament pour la première fois et le dernier à l'avoir, celui-là, on a 8 ans de différence. C'est pas jouable. C'est la vie d'une personne qui est jouée là. Donc, si vous voulez, à niveau européen, on va aller vers le digital, mais le digital doit être décliné autour d'un patient. Un patient qui sera en contrôle de ces données. On peut avoir une télésurveillance qui gère aussi tous ces phénomènes de déserts médicaux qui ne sont pas seulement de la France. Je peux vous dire qu'en Grèce ou même en Italie, les déserts médicaux existent parce que les centres d'excellence, ça n'est pas très répandu. Et d'ailleurs, c'est bon d'avoir des centres d'excellence et d'avoir la possibilité de les relier au territoire. L'enjeu, c'est vraiment de construire cette chaîne du patient jusqu'au surspécialiste, de la ville jusqu'à l'hôpital très aigu, centre ultra technique. Et quand on fait ça, par des moyens digitaux notamment, avec les médecins, les ressources rares là où elles sont, et le lien, en fait, c'est la technologie, et bien on réduit les inégalités. Je crois qu'il faut qu'on soit tous vigilants en termes collectifs pour que le déploiement de ces technologies et l'appropriation des données et puis les services à distance que l'on peut rendre pour lutter contre les problèmes de ressources préservent quand même les relations d'êtres humains dont on a autant besoin dans le soin que de super spécialité ou d'hypertechnicité. Il ne faut pas oublier que c'est des personnes. On parle avec des personnes. C'est pas des usagers, c'est pas des patients, c'est nous. On parle de nous. Et quand on démarre un processus d'innovation en impliquant de façon active des citoyens patients, on arrive à des situations qui sont qualitativement au niveau d'un flux de gestion dans un hôpital ou même dans la conception de certains produits, on va dire, à des solutions qui sont qualitativement meilleures. Donc c'est aussi un potentiel de développement industriel finalement. On a des innovations technologiques qui arrivent, qui sont très nouvelles avec de l'intelligence artificielle, qui permettent de faire toute une série de premières interprétations, du coup, soit dans un service d'urgence, on l'a vu avec le Covid, soit dans le cadre de diagnostics plus traditionnels, on peut pointer du doigt au médecin qui va faire l'interprétation les cas, les patients les plus urgents. Et du coup, on gagne du temps sur le diagnostic. Vous êtes en train de mettre en place tout ça, par exemple, ce que vous faites avec l'intelligence artificielle chez vous à Rennes. On a parlé d'IA pour la détection précoce ou rapide des fractures qui évite en fait des temps d'attente énormes aux urgences et ça c'est un gain qualitatif immédiat pour les patients. Il y a tout le projet d'anapathe numérique qu'on a aussi en ce moment et qui fait qu'en numérisant les lames d'anapathe plutôt qu'en les traitant uniquement à la main et puis en les regardant au microscope, on arrive à rendre
des diagnostics plus tôt, et chaque jour compte en matière de diagnostic sur le cancer. Donc on voit bien qu'on a comme ça des vrais sujets qualitatifs qui sont liés aussi à des développements qui ne sont permis que parce qu'on arrive à développer des algorithmes d'IA sur des outils, sur des données numériques. Et typiquement, sur un des exemples qui nous lie avec Philips en ce moment, on a le parcours du patient AVC, donc victime d'un accident vasculaire cérébral. On va le faire en prenant tout le parcours d'un patient, mais en y associant très clairement le ressenti des usagers qui, malheureusement, sont passés par cet épisode. Et donc, je pense que ça, c'est un des points fondamentaux qu'aujourd'hui ont compris les établissements, c'est qu'ils ne peuvent pas faire en parallèle d'eux, mais uniquement avec pour avoir les bonnes réponses à apporter sur le plan de la prise en charge. Des données, il y a des tonnes. Hein. Donc, si vous regardez certains instruments faits par Philips et d'autres, ils génèrent des quantités de données incroyables. Ce qui est peut-être plus important sont les informations médicales, quel type d'informations médicales et comment elles sont gérées. Mais ce n'est pas seulement les données, la pédagogie, c'est l'explication, c'est comprendre comment ces outils fonctionnent. Dans l'intelligence artificielle, il y a pas mal de défis d'explicabilité. Donc il y a la figure du médecin auquel on fait confiance, un être humain. Les patients ont le droit de comprendre comment certaines décisions sont faites finalement, et dans certains cas d'être des acteurs, pas seulement être porté par un système qui ne contrôle pas. Je sais que cette affaire de confiance et de pédagogie, d'échange, de co-construction qui a été déjà soulignée par David Corcos, le président de Philips, et par Frédéric Rimattei, le directeur général adjoint du CHU de Rennes. Pour vous, Sandra Gallina, directrice générale de la santé et à la Commission européenne, c'est fondamental. Oui, parce que l'innovation dépend de bonnes données. Pour avoir de bonnes données, il faut, disons, de big data. Ces big data, quand même, doivent venir des patients qui doivent être, disons, prêts à donner les données. Donc, la co-construction dont vous avez parlé ici, elle est fondamentale. Disons que nous, on a déjà un bon système en EMA, dans l'Agence des médicaments européenne, où les patients sont représentés. Nous sommes déjà lancés dans cette co-construction. Alors, nous, comme patients, nous sommes 447 millions de patients, nous sommes très disposés à donner des données si on a un bénéfice de retour. Et alors, là, je viens. Quel est mon bénéfice? Mon bénéfice, c'est avoir une meilleure médecine, une meilleure santé, et surtout pouvoir avoir l'accès aux soins. Mais franchement, il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire à bâtir qui n'est pas simple, parce qu'il y a de l'éthique et il y a de la confidentialité. On a parlé d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est du logiciel. Ces logiciels, en fait, ils doivent être développés et entraînés à partir de données réelles des patients que l'industriel n'a pas. L'industriel, il n'a aucune donnée. Les données, elles sont essentiellement aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les plus grands hôpitaux. Voilà. Donc, du coup, il y a de plus en plus besoin de partenariats et de cette co-construction dont on parlait. Elle est essentielle aujourd'hui. L'innovation médicale, aujourd'hui, se fait de plus en plus entre un industriel, qui soit du médicament ou du dispositif médical, et un hôpital ou des hôpitaux en réseau dans différents pays sur la base d'études et d'entraînement d'algorithmes, ce qu'on appelle le big data. À Rennes, on est à l'origine d'une technologie d'entrepôt de données de santé qui s'appelle EOP, qui est dorénavant un des premiers entrepôts de santé européens, où il y a des millions et des dizaines de millions de données à l'intérieur. On voit bien qu'il y a l'information claire, lisible et transparente du patient qui est l'enjeu numéro 1. Bien entendu, le consentement de ce même patient, une fois qu'il a reçu une information transparente et lisible, ce qui n'est pas toujours simple quand il y a des millions de données et donc des millions de patients. On va se dire les choses jusqu'au bout. Et puis, dernier point, il y a plein de gens qui veulent dorénavant avoir accès à la même donnée. Pour tout ça, pour soigner le même malade qui va d'un endroit à un autre. Et en même temps, on dit confidentialité, anonymisation des données, sécurité, etc. On comprend bien ce mouvement-là, mais on est devant quand même des enjeux qui peuvent à un moment donné être assez paradoxaux, me semble-t-il. Si on veut avancer, il faut de bonnes données, mais les données doivent être dans un cadre réglementaire clair. Il est essentiel de mettre les êtres humains, donc les citoyens patients, au centre des processus, surtout des processus d'innovation.
faut plus co-construire avec les usagers finaux, mais en même temps, on a quand même aussi besoin des outils que nous propose l'innovation académique, scientifique et industrielle pour mieux prendre en charge les malades au plus proche de leur lieu de vie. C'est vraiment une chance pour les hospitaliers, pour la médecine de ville, pour gagner du temps, pour mieux diagnostiquer. C'est une chance pour la recherche, pour les entreprises européennes. Et enfin, c'est surtout une chance pour les patients. Voilà, merci à nos 4 invités pour ce temps consacré à ce débat sur la santé de demain et si on sortait de l'hôpital. Merci à vous de nous avoir suivis. L'intégralité de ce débat, d'ailleurs, est toujours disponible sur YouTube. Merci encore et à bientôt.